Dans une étude d'économie de 2003 qui s'appelle Is Money Really Smart, Russ Wermers, qui est un économiste, va analyser les comportements des différents gérants de fonds d'investissement et l'impact que ça va avoir sur les performances. Et il a trouvé un truc très intéressant. Historiquement, il y a une grosse différence dans les comportements des gérants de fonds qui gagnent par rapport à ceux qui perdent. Et le truc, c'est que c'est pas les positions qui sont choisies, les points d'entrée qui sont les plus intéressants, ou les prises de profit qui sont les plus optimisées. La grosse différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent de l'argent, c'est la gestion de la perte. Les gestionnaires qui surperforment ont tous un point en commun. Ils coupent les pertes beaucoup plus rapidement que leurs collègues, qui ont tendance à laisser filer leur position perdante beaucoup plus longtemps. Ok, mais du coup, concrètement, si c'est une étude de 2003, pourquoi les mecs l'ont pas juste vu et n'ont pas changé leur stratégie? Eh ben, pour une raison très simple. Ils sont maintenus dans une stratégie perdante par une sorte de fil invisible qui crée leur perte, des biais psychologiques. La psychologie, dans son sens plus large, c'est beaucoup plus important que la plupart des gens ne le croient. C'est littéralement l'élément qui différencie les gagnants des perdants dans cette étude. Et si des gros gestionnaires de fonds sont victimes de biais psychologiques, c'est évident que les investisseurs particuliers comme vous et moi, on l'est aussi. Aujourd'hui, on va faire le point sur 3 biais psychologiques qui, si vous ne les connaissez pas, vous font ou vous feront forcément perdre de l'argent un jour. Avant de continuer, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de nouveaux sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez bien les vidéos, vraiment la seule chose que je peux vous demander, c'est de le faire. C'est très important pour moi, ça récompense beaucoup le travail, ça apporte plus de visibilité, etc. Merci d'avance pour ceux qui le feront. Si les gérants de gros portefeuilles sont tellement affectés psychologiquement, c'est parce qu'ils sont sous l'effet d'un biais extrêmement puissant, qui est à lui seul l'un des gros responsables d'énormément d'éléments qui constituent la finance comme on la connaît aujourd'hui. Ce biais, c'est ce qu'on appelle l'effet de disposition. L'effet de disposition, il part d'un principe très simple. Les investisseurs ont une tendance qui les pousse à garder trop longtemps leurs pertes, mais à prendre des gains voire trop rapidement. Si j'ai acheté une crypto à 10$, je vais peut-être avoir envie de prendre des profits si elle monte à 15, donc si elle prend 50%. Par contre, je vais avoir beaucoup plus tendance à laisser courir ma perte si elle perd 50%. C'est l'un des éléments de base de la finance comportementale qui est l'étude du marché financier en partant du principe non pas que les investisseurs sont rationnels et prennent des décisions optimales, mais bien que ce sont des humains qui ont des émotions et qui font des erreurs. Là où l'effet de disposition est extrêmement puissant, c'est qu'il est le résultat de tout un ensemble de pièges psychologiques qui se cumulent les uns les autres. Si on était totalement rationnel, qu'on était un peu des robots, des IA, on pourrait très bien juste se dire qu'une perte de 10% sur une crypto-monnaie et 10% de gain sur une autre, avec la même valeur investie à la base, c'est exactement la même chose, car techniquement, on doit simplement mesurer ça dans un grand ensemble commun qui rassemble tout, notre portefeuille. Pourtant, il est prouvé qu'on a tendance à attacher des perspectives différentes à nos différents investissements, et qu'on a plus cette tendance à vouloir évaluer chaque position une par une que sur l'ensemble de notre portefeuille global. Entre faire un x2 sur un shitcoin et faire un x2 sur Atom qu'on a gardé pendant 3 ans, qui a fait moins 70%, qui nous a fait douter et qui a fini par connaître une remontada absolument incroyable, bah finalement c'est censé être la même chose. Pourtant on va attacher beaucoup moins d'importance à notre shitcoin qu'à nos atomes et on va avoir beaucoup plus de mal à les vendre aussi. Et tout ça, ça découle du fait qu'on est des humains et qu'on crée des liens imaginaires avec nos positions. Il y a plein de conséquences de la théorie des perspectives. La base, c'est notre différence de perception des gains par rapport aux pertes. Une perte est perçue comme 3 fois plus douloureuse qu'un gain est satisfaisant. Donc les gens vendent trop tôt pour sécuriser leur gain le plus vite possible, mais ils ont cette tendance à garder leur perte parce que la douleur perçue de réaliser la perte, alors qu'elle est déjà bien réelle, on en avait parlé dans cette vidéo, est trop grande. Tout ce gros biais qui ronge énormément d'entre nous, il crée une sorte de dérèglement dans la perception de la valeur. On ne va pas attribuer la même valeur à 2 investissements qui ont fait x2. Un x10 n'aura pas 2 fois la même valeur perçue pour nous qu'un x5. Un moins 10% et un plus 10% sur 2 positions similaires n'auront pas du tout le même impact. Et du coup, ça nous donne cette charte qui représente la valeur perçue en fonction de la situation. Vous voyez qu'au bout d'un moment, la valeur perçue d'un gain monte, si on parle d'un 50% ou d'un x2. Par contre, quand on arrive à des plus gros multiples, elle est vite plafonnée. On n'a pas de valeur perçue ou de satisfaction supplémentaire à faire plus. Donc on peut avoir cette tendance à vendre trop tôt dès qu'on a atteint le début du plafond de la courbe. De l'autre côté, on va percevoir les pertes de manière beaucoup plus douloureuse très rapidement. Vous voyez que ça descend plus bas que pour les gains. Le plafond de douleur arrive beaucoup moins vite. C'est à cause de cette charte que les montées mettent plus de temps, mais que les descentes sont plus brutales. Parce que les gens vont vendre vite leurs gains, ce qui crée une force vendeuse qui empêche la montée et qui la rend plus dure. Par contre, ils vont laisser courir leurs pertes et là, c'est open bar complet. On est en post-bear market, en début de bull run, vous appelez ça comme vous voulez. On est dans une sorte d'état de stress post-traumatique où vous allez voir que vos premiers gains, c'est peut-être déjà fait. Vous allez avoir envie de les vendre très vite, alors que vous aviez absolument aucun problème à garder des cryptos à moins 70%. Et moi non plus, vous inquiétez pas. Il va falloir accepter qu'on est sous l'effet de disposition et sous la théorie des perspectives qui nous incite à vendre trop tôt des gains et trop tard des pertes. Il y a un autre biais que personnellement j'ai beaucoup, qui est très induit par la théorie des perspectives. Les
investisseurs accordent beaucoup trop d'importance à des situations qui ont des probabilités très faibles d'arriver et ils l'incluent trop dans leur thèse d'investissement, que ça soit à la hausse comme à la baisse. Le 0,1% de chance que j'ai de faire x100 sur une crypto, je vais beaucoup trop le prendre en compte dans mon plan, alors qu'il y a 99,9% de chance que ça n'arrive pas. Le 0,01% que Satoshi soit en fait de la CIA depuis le début et qu'il vienne récupérer les bitcoins, bah ok, mais je peux pas le prendre en compte dans ma thèse d'investissement tellement la théorie et tellement la probabilité que ça arrive est petite. C'est un peu comme les mecs qui passent leur vie à essayer de construire des bunkers pour se protéger au cas où il y a une bombe ou au cas où c'est la fin du monde. Bah ouais, mais 99,999% du temps, bah ça sert à rien. Et ça peut nous biaiser totalement dans notre plan. L'humain est fait pour imaginer des situations extrêmes. Vous vous rappelez au bac de philo, les vrais cracks ont pris la dissertation. Et des fois, tu sors de l'épreuve en ayant soit eu l'impression d'avoir été exceptionnel, soit d'avoir fait du hors-sujet total. Et tu te dis, ok, soit j'ai 0, soit j'ai 20. Et la plupart du temps, t'as fait ni l'un ni l'autre. Et tu te tapes un vieux 11 parce qu'en fait, bah, t'étais juste dans la moyenne. Je me reconnais beaucoup dans cette théorie des perspectives. J'ai tendance à donner beaucoup trop d'importance aux situations qui n'arrivent jamais. Et c'est très mauvais pour mes investissements. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est aussi un truc qu'on travaille énormément sur Crypto Recherche avec les membres du groupe. Crypto Recherche, c'est le plus gros groupe privé crypto francophone qu'on gère avec Pôle Crypto Formation et notre équipe. Il y a des analyses d'altcoins, un portefeuille public qui surperforme Bitcoin et les altcoins depuis plus de 2 ans. Mais on bosse aussi énormément sur la préparation mentale et stratégique du bull run. Parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence entre ceux qui font de l'argent en bull run et ceux qui font vraiment beaucoup d'argent en bull run. Si c'est votre premier bull run où vous sentez que vous avez des besoins, c'est là aussi où on peut vous aider. Ouh, celle-là, il y en a beaucoup dans les coms qui l'ont, même certains copains créateurs dont je tairai le nom. Oui, mais ça sert à rien de vendre maintenant, tu sais, je suis à moins 70% sur ma position, j'ai un prix d'achat à 10$, je vais attendre de revenir dans le positif pour vendre parce que sinon je valide maintenant ma perte. En disant ça, je subis la comptabilité mentale. La comptabilité mentale, c'est le fait de compartimenter mes décisions financières et de ne pas voir uniquement mon portefeuille qui fait des performances, mais plein de petites positions en file indienne indépendante. En faisant ça, je vais traiter mes gains et mes pertes sur chaque position de manière très personnalisée, en fonction de mon historique avec mon actif, de l'affection, des émotions que j'ai ressenties avec cette crypto-monnaie. Et je peux très vite me retrouver à verrouiller trop vite les profits de ma crypto où j'étais en perte pendant 2 ans pour vite vouloir me casser de ce truc ou alors de laisser courir les pertes. Pour ceux qui ont un verger, c'est comme si votre pommier, vous regardez pousser toutes les pommes une par une et celles qui mettent le plus longtemps à pousser, dès qu'elles sont à peine mûres, vous les arrachez le plus vite possible parce que, on sait jamais, elle a mis tellement de temps à pousser que je vais pas attendre qu'elle pourrisse. T'es fou toi. La métaphore verger c'est chaud, mais vous avez compris. On fait un jeu, et vous avez 2 choix. Soit je vous donne 100€ maintenant, je suis l'abbé Pierre, ça me fait plaisir. Quoique non, l'abbé Pierre faut peut-être éviter pendant un moment. Je suis gentil. Soit on fait un pile ou face, et si c'est pile, vous gagnez 220. Si c'est face, vous gagnez 0. Normalement, je peux pas faire un sondage comme ça, mais la plupart d'entre vous, vous répondez les 100€. Maintenant, soit je vous prends 100€, c'est vous qui me faites un virement, et pas en Cardano, hein, en vrai argent. Soit on fait un pile ou face, et soit vous me donnez 0 si c'est pile, soit vous me donnez 220 si c'est face. Déjà, peut-être que au moins vous réfléchissez plus, et que c'est moins spontané que donne-moi les 100€ maintenant. Ça, c'est l'effet de certitude. Quand on parle de gain, les gens préfèrent un gain certain, plutôt qu'un pari où ils pourraient théoriquement gagner plus. Parce que théoriquement, l'espérance de gain de gagner 220-50% du temps est supérieure à gagner 100 tout le temps. Ok. Par contre, pour les pertes, c'est complètement l'inverse. Les gens préfèrent généralement prendre le risque de faire le pile ou face, même systématiquement pas gagnant, plutôt que de subir une perte sèche et certaine. C'est la raison pour laquelle on peut laisser courir nos pertes trop longtemps et vendre nos gains trop vite. On veut la certitude de faire des gains, par contre on accepte de prendre le risque de faire des pertes pour essayer de retrouver le positif. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont beaucoup plus positionnées sur des dinosaures, des vieilles cryptos, qui vont sous-performer. C'est aussi pour ça que Tonton ne veut entendre parler que de son assurance vie à 2%. Et c'est aussi pour cette raison qu'on peut prendre des décisions qui sont sous-optimales et se priver à terme de grosses opportunités à cause de cet effet de certitude. Celui-là, c'est le dernier biais et il va être hyper important à appréhender en bull run. Le biais d'ancrage, c'est le fait de trop se fixer sur la première information qu'on a absorbée et que cette information soit néfaste pour la suite. On va se créer une valeur de référence, le prix d'achat de notre crypto, le multiple qu'on est habitué à faire, etc. Et toutes les situations qui vont venir remettre en cause l'information, on va les rejeter. Par exemple, j'avais vu Nosana quand il était à 1 centime. Ok, j'en avais entendu parler, j'avais failli en acheter pour de vrai, mais finalement je l'ai pas fait, je sais plus pourquoi. Il y a quelques mois, il est monté à 1,5$ et j'en ai racheté. J'avais fait une vidéo sur Crypto Recherche, d'ailleurs le truc a fait x3 en 2 semaines, les gens étaient assez contents. Sauf que quand j'en ai acheté, j'avais le souvenir d'avoir vu ce truc à 1 centime. Donc de le voir 150 fois plus cher, ça fait très bizarre. Mais c'est pas parce qu'il a déjà fait cette performance qu'il faut considérer qu'il ne va pas encore exploser. Dites-vous que j'ai discuté avec un mec qui avait acheté du Bitcoin à 20$. Et il l'a revendu à 50, ok. On était au fond du bear market il y a quelques années, et lui, il passait son temps à me dire « Ouais, mais en fait, Bitcoin, je l'ai vu à 50$, je n'arrive pas à l'acheter à 20 000. » Pareil pour les multiples. Si vous avez l'habitude d'avoir maximum 30% de votre performance sur votre crypto, parce que, bear market, vos x2, x5 ou autres de bull run vont vous paraître absolument irréalisables. Alors que pourtant, c'est bien le cas. Attention à ne pas trop se focaliser sur un prix initial. Le biais d'ancrage, c'est un biais qui est
extrêmement puissant. C'est hyper connu en négociation de mettre une encre pour avoir un bon prix. Si je veux vendre ma montre et je vous dis que je vais sûrement la vendre autour de 5000, elle vaut jamais ce prix, d'accord? Elle vaut 10 fois moins, mais ça sera beaucoup plus dur de me faire une offre 10 fois en dessous de ça, parce que j'ai mis une encre. Comment on combat ce biais d'ancrage? Eh bien on le combat principalement en remettant en question l'information initiale par rapport à la situation actuelle. Est-ce que d'avoir vu Bitcoin à 50 est important pour investir actuellement dedans? Non, c'est simplement un historique de prix qui n'a absolument rien à voir dans notre décision d'investissement. C'est à cause de ce biais d'ancrage que des gens tombent amoureux d'une crypto, parce qu'ils ont envoyé un message dans le groupe Discord quand ils ont commencé, que quelqu'un leur a gentiment répondu et hop, ils deviennent des maxis et insultent les gens sur Twitter qui disent que le projet est mauvais. Donc vous comprenez que ce combo de comptabilité mentale, de théorie des perspectives, etc. fait que les investisseurs ont tendance à créer un effet de disposition. Ils vont vendre des gains beaucoup plus rapidement pour verrouiller leurs profits, mais ils ne vendront jamais ceux qui ont baissé parce que c'est trop douloureux de valider une perte. Tout est basé sur la peur de la perte. Avec le bull run qui arrive, ça veut pas dire que dès qu'on fait une perte, il faut vendre, absolument pas. Ça veut dire qu'il faut être bien conscient de tous les biais psychologiques qui rongent la plupart des investisseurs, et surtout les moins expérimentés, mais pas que, on l'a vu avec les gestionnaires de fonds, et que c'est ça qui fait vraiment la différence entre les gens qui gagnent un peu d'argent en bull run, les gens qui n'en gagnent pas, et les gens qui gagnent beaucoup d'argent en bull run. Ce n'est pas le choix des altcoins, ce n'est pas les prix d'entrée, c'est tout cet ensemble de biais qui rongent la plupart des gens. Ne négligeons pas la psychologie de l'investissement, c'est extrêmement important.